Il est 8h32 sur RMC et BFM TV. Bonjour Michael Stora. Bonjour. Merci d'être dans ce studio pour répondre non seulement à mes questions, mais aux très nombreuses questions que se posent de nombreux parents de France. Et j'en veux pour preuve tous les appels que j'ai reçus ce matin sur RMC. Plusieurs d'ailleurs pourront vous interroger en direct ce matin. Michael Stora, pourquoi j'ai voulu vous recevoir ce matin? C'est parce que vous êtes psychanalyste, vous êtes fondateur de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines. Et vous avez face à vous de nombreux jeunes qui sont parfois eux-mêmes pris dans une sorte d'engrenage du jeu vidéo. Owen L. a avoué avoir tué la jeune Louise. Et voilà les mots du procureur. Il a eu une intention, c'est le mot utilisé par le procureur. L'intention du suspect, qui avait déjà abordé une collégienne dans le même secteur le 4 février, était, je cite, de racketter une personne pour se calmer après une altercation lors d'une partie de jeux vidéo en ligne Fortnite. Owen L. fait une sorte de rapport au minimum dans le temps entre sa partie de jeux vidéo, sa colère, la mort de Louise. Est-ce qu'il y a une relation de causalité? Alors non. Je ne crois pas qu'il y ait une causalité, dans le sens où, sans rentrer dans le détail, puisqu'on n'a pas suffisamment d'éléments, en tant que psychanalyste, j'ai cette exigence d'avoir un maximum d'éléments pour essayer de comprendre, mais il faut bien comprendre, ayant énormément reçu de jeunes qui jouaient de manière parfois problématique ou excessive à Fortnite, les colères qu'ils pouvaient avoir étaient plutôt en général liées au fait qu'on leur disait « ça suffit, tu joues trop ». Et en général, c'était des coups de gueule, c'était des moments un petit peu de colère, de frustration, mais je dirais que cette séquence que vous nommez montrerait qu'on est dans une problématique, malheureusement, de décompensation psychotique, voire peut-être psychopathique, si on essaye d'essayer de comprendre, mais de faire une sorte de causalité entre le fait d'avoir été insulté par d'autres joueurs, ce qui est assez banal à Fortnite, là, pour le coup, mais dans d'autres jeux en ligne, parfois il y a des communautés qu'on dit toxiques, comme on dit, c'est-à-dire où les gens ne sont pas forcément très cordiaux entre eux, et de se dire qu'on va sortir pour racketter et malheureusement finalement commettre un meurtre, ça ferait du jeu vidéo une sorte de symptôme ou de maladie en soi. Ça veut dire que pour vous, quand vous dites il n'y a pas, c'est pas l'un qui entraîne ou qui provoque ou qui crée le jeu vidéo n'est pas la cause du crime. Non. Michael Stora, est-ce qu'on peut dire que le jeu vidéo est un des facteurs du passage à l'acte, c'est-à-dire de cette colère qui elle-même est ensuite la cause du crime? Alors, il faut bien comprendre que, en effet, la question de la violence et du jeu vidéo est une question qui revient très souvent, d'ailleurs souvent par les politiques, je tiens à le dire, où on va évidemment tenter d'expliquer des passages à l'acte violent par le jeu vidéo. Oui, mais pardon, pour la première fois, c'est en quelque sorte le meurtrier lui-même qui fait cette relation. C'est-à-dire c'est le meurtrier lui-même qui donne comme explication mobile ou contexte le fait d'avoir joué. Et d'ailleurs, sa sœur, sa petite amie disent de lui qu'il est, je cite, accro aux jeux vidéo. Alors, accro, c'est vrai que ce sont des termes très flous. J'aimerais quand même revenir sur la question de la violence. Prenons le temps, justement, c'est vrai, Michael Stora. Oui, alors, vous savez, il y a eu des grands massacres de masse, Columbine, VTech, Erfurt, qui étaient des joueurs de jeux vidéo et qui ont commis des massacres de masse. Et ça a été, à l'époque, vraiment quelque chose qui a, en effet, dit qu'il y aurait une sorte de causalité, plus que de la corrélation, une causalité entre jeux vidéo et finalement tuer. Après coup, lorsqu'on rentre un peu dans le détail, dans l'après-coup justement, où on prend le temps un petit peu de se poser, on se rend bien compte que ces jeunes étaient pas, disons antérieurement, plutôt dans les problématiques de schizophrénie paranoïaque, des psychotiques, des gens qui avaient déjà des immenses fragilités. Et en effet, c'est ce qui peut se passer, c'est-à-dire qu'on verrait un effet de rencontre entre un jeu, peut-être des mots, et un moment, un passage à l'acte meurtrier. C'est-à-dire, faut bien comprendre. Ça veut dire que ces jeunes-là vont chercher le jeu vidéo, en quelque sorte, mais leur rapport à l'autre, leur rapport à la société, leur rapport à la violence, est là avant. Le jeu vidéo vient en quelque sorte combler ou répondre à ça. Complètement. Et je dirais même l'inverse. Étrangement, dans les jeunes que moi je reçois, on est plutôt affaire à des personnalités très inhibées. Et en fin de compte, souvent, pourquoi? Parce que jouer énormément aux jeux vidéo va d'une certaine manière réduire la jauge pulsionnelle. Ça veut dire quoi, ça? Alors, c'est en langage français. Non, jauge, je faisais référence aux jeux vidéo. Vous savez, il y a des jauges de vie. En fin de compte, ça va tout simplement baisser d'une certaine manière la violence intérieure. Pourquoi? Parce qu'il y a un effet cathartique. C'est-à-dire que, à
force de jouer, eh bien finalement l'espace du jeu, c'est ça qui est important, qui est un espace de mise en scène. Je dirais que au fond, comment l'expliquer clairement? Alors je vais essayer de trouver les bons mots. Le jeu est un espace de récréation dans le sens d'une recréation de ces tensions, de ces frustrations, de ces angoisses. Donc ça veut dire que ça va calmer paradoxalement à l'inverse. Sauf que il peut y arriver chez certains individus préalablement qui ont des grandes fragilités, faire que ça va déclencher, pourquoi pas, des passages à l'acte meurtrier. Michael Stora, on va prendre le temps de répondre aux questions que se posent les parents. D'abord, sur la question de Fortnite à proprement parler, puisque c'est ce jeu-là qui a donc été cité et qui est le jeu auquel visiblement jouait énormément Owen L. Fortnite, c'est donc un jeu qui aujourd'hui est déconseillé au moins de 12 ans. C'est-à-dire c'est pas un jeu considéré comme ultra-violent qui serait interdit au moins de 18 ans. Est-ce que Fortnite en particulier est un jeu qui accentue l'addiction? Les nombreux appels que j'ai depuis ce matin me disent notamment que c'est pas tant la violence du jeu que le fait que c'est un jeu qui ne s'arrête au fond jamais et que lorsque vous perdez, eh bien on vous met immédiatement dans une partie suivante. Alors vous avez évoqué quelque chose en effet de très important, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle des dark patterns. Alors à nouveau, j'ai un drôle de nom. Les dark patterns, ce sont des mécaniques dans le jeu qui vont de manière assez perverse vous pousser à consommer au maximum. Chose qu'on retrouvait sur les réseaux sociaux, mais que finalement on retrouve aussi dans certains jeux vidéo. Et là, vous avez raison. C'est-à-dire que lorsqu'on finit une partie, alors que d'habitude il y avait parfois un panneau qui disait « Voulez-vous recommencer ?» Je résume. Eh bien, d'une certaine manière, on va d'un coup leur dire « Allez, hop, directement, tu te remets dans le jeu. » Et ça, c'est vrai. Ça veut dire qu'il n'y a pas de limite dans le temps, c'est un vrai souci. Pas de fin. Alors, il y a une fin, puisque une partie dure à peu près 20-25 minutes, une demi-heure grand maximum, mais alors que d'habitude, il y aurait une interface qui dirait « Il faut cliquer sur quelque chose pour recommencer », là, d'emblée, vous recommencez tout de suite. Et ça, c'est en effet ce qu'on appelle les dark patterns, qui sont des mécaniques dont la vocation est malheureusement je dirais, comme un mécanisme addictogène qui va empêcher la personne, qui va pas aider la personne à arrêter. Qui va au contraire même, évidemment, tout faire pour que la personne n'arrête pas. Michael Stora, est-ce que on peut même aller jusqu'à se poser la question d'une forme de responsabilité des producteurs de jeux vidéo dans l'addiction dont les jeunes vont ensuite être victimes? Alors écoutez, en effet, ça fait 25 ans que je connais bien ce monde-là. Je dirais que j'ai tenté à plusieurs reprises d'approcher l'industrie du jeu en leur disant il faut maintenant il y ait une responsabilité citoyenne par rapport à un échantillon de jeunes qui ont des difficultés. Comment est-ce que vous pourriez avoir une responsabilité dans votre capacité à dire oui, il y a certains jeunes, 2-3%, semble-t-il, sur les 35 millions de joueurs, qui ont des problématiques d'addiction, et de se dire comment est-ce qu'on peut les aider. Donc c'est vrai que finalement, le fait que l'industrie ne reconnaisse pas... Alors elle reconnaît pas du tout, et effectivement elle a d'ailleurs réagi dès hier soir, au récit précis du témoignage en quelque sorte de Owen L, puisque les éditeurs, le syndicat des éditeurs de logiciels et de loisirs ont publié le communiqué suivant que je vous lis. L'industrie du jeu vidéo est choquée et condamne tous les actes de violence gratuits. Le meurtre de la petite Louise suscite une vive et légitime émotion dans le pays. Les jeux vidéo ne rendent pas violents. Les jeux vidéo restent avant tout des œuvres de divertissement, au même titre que le cinéma, les livres ou la musique. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase, Michael Stora? Au même titre que le cinéma, les livres et la musique? Oui, parce que le jeu vidéo est un objet culturel, voire même le 11e art, il faut le reconnaître, même si étrangement, le syndicat s'appelle Loisirs. C'est un autre problème. Mais ce qui est vrai, c'est que il faut pas confondre, entre autres, ces deux grandes peurs, qui a été la question de la violence et la question de l'addiction. Sur la violence, je suis totalement en accord avec eux, et je dirais même de manière étrange, c'est que c'est une forme de catharsis, que c'est une forme en fait pour permettre de se défouler de la violence et donc de ne pas forcément l'exprimer ailleurs. Défouler ou la transformer, parce que défouler, ça voudrait dire que c'est de la décharge, comme si on tapait dans un sac. C'est pas si simple. Fortnite est un jeu très dur, c'est pas évident. Il faudrait peut-être que vous essayiez pour voir, mais c'est pas évident du tout comme jeu. Mais néanmoins, c'est vrai que la question de l'addiction, c'est un autre problème où là, moi, en tant que psychologue, je suis plutôt inquiet. Alors, est-ce que vous diriez, malgré tout, de ce point de vue-là, que, alors, pas sur l'angle de la violence, mais sur l'angle de l'addiction, que les jeux vidéo ne sont pas des œuvres comme le cinéma, les livres et la musique? Alors là où il y a une chose intéressante, c'est qu'en effet, un film, il y a un début et une fin.
Dans un jeu vidéo, je parle des jeux vidéo en ligne en général, la fin est très compliquée. Parce que finalement, la fin, c'est tout simplement un moment quand on éteint l'ordinateur. Mais on peut y jouer de manière complètement excessive. Pourquoi pas? Sauf que pour certains mineurs, et moi je pense aux mineurs, un moment, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut les aider à accepter l'idée qu'il y ait une forme d'addiction? Est-ce que ça peut créer une forme donc de dépendance et comment sortir de cette dépendance? D'abord, comment veiller à ce que cette dépendance ne s'installe pas et ensuite, comment la gérer? Je vous pose aussi la question, parce que j'en reviens quand même à notre point de départ. Owen, elle, n'a jamais, semble-t-il, rencontré de psy. Ses parents ont, semble-t-il, été plutôt dans une forme de déni de ce qui apparaît quand même comme une dépendance. Est-ce que la psychanalyse comme vous, est-ce que l'accompagnement peut aussi aider à désamorcer ce qui fait que le jeune va aller chercher le jeu vidéo? Je parle encore de la source, c'est-à-dire avant même le jeu vidéo. Bien sûr. Alors, en effet, bon, déjà, ça fait maintenant 10-15 ans que je reçois dans mon cabinet certains jeunes. Alors, ce sont à 98% des garçons. En général, il y a des particularités. Pourquoi des garçons? Pourquoi des garçons? Alors, c'est intéressant parce que lorsqu'on interroge beaucoup de filles, même si ça a évolué, qu'est-ce que penses-tu des jeux vidéo? C'est perdre son temps. C'est terrible à dire, mais d'une certaine manière, les femmes seraient prises dans une forme de soumission à la règle d'avoir un temps utile. Oui, dans un sens, j'ai envie de dire, ça les éloigne de cet écueil que vous voyez. Alors, si on est féministe, on pourrait dire que les filles auraient le droit de perdre leur temps comme les hommes. Ah, tout à fait. Mais peut-être que si on est féministe, on peut aussi se dire que les femmes, en quelque sorte, ont repris le pouvoir sur elles-mêmes. Sûrement. Mais néanmoins, ce qui est vrai, c'est qu'il faut bien comprendre que ces jeunes sont en dépression. L'addiction est une lutte antidépressive. C'est vraiment ça. C'est la réponse à une dépression. Complètement. Ce n'est pas, ce que vous voulez dire, c'est que c'est pas le jeu vidéo qui crée la dépression, c'est la dépression qui crée la dépendance aux jeux vidéo. Tout à fait. Et là où on rentre dans le détail, c'est pas n'importe quoi. Ce sont des jeux souvent compétitifs. Les jeunes que je rencontre sont comme des caricatures de ce que notre société a engendré, c'est-à-dire des jeunes pris dans une pression à la réussite à tout prix. Et dès qu'ils sont confrontés à un échec, ils s'effondrent et ils vont continuer à affronter des situations dans lesquelles ils sont bons souvent, et donc de jouer aux jeux vidéo. Après, là, ce qui se passe concernant la problématique des parents, c'est vrai que souvent, les parents ont eux-mêmes un avis très compliqué concernant les jeux vidéo, c'est-à-dire, même si ça a évolué, des parents de 40 ans ont connu l'objet jeux vidéo dans leur propre enfance, mais finalement, très souvent, d'autant plus avec ces commissions qui diabolisent les écrans, en général, il y aura un fossé générationnel. Évidemment, les jeunes que moi je rencontre sont à un point où l'addiction, ce que les Japonais appellent les hikikomori, ont complètement décroché. Que pouvez-vous faire pour... je vous pose la question aussi parce que ce matin, j'avais notamment David qui m'appelait. Et David, il était extrêmement désemparé face à son fils. Il a 5 enfants. Et ça n'est que le dernier. Les autres n'ont jamais eu de problème de limite avec les jeux vidéo. Son dernier, dit-il, a complètement changé. Il a 9 ans. Il joue notamment à Fortnite. Et il dit, il a changé. C'est-à-dire que c'était un enfant qui était bon à l'école, qui était hyper sociable, qui faisait du foot et qui aujourd'hui n'a plus envie d'aller faire du foot, qui a de plus en plus de mal, qui devient extrêmement agressif, notamment, dit-il, avec sa mère et sa sœur. Et il dit, je ne sais plus quoi faire, il est comme drogué. C'est le mot qu'a utilisé le père. Quel conseil vous pouvez lui donner? D'abord, 9 ans, Fortnite, est-ce que la limite d'âge est une limite qu'il faut respecter? Est-ce que les parents doivent respecter les limites d'âge? Fortnite, c'est interdit aux moins de 12 ans. Alors, au-delà des limites d'âge, vous avez raison, c'est important de se dire, il y a une limite d'âge qui est une recommandation. Il y a la capacité ou non à mettre des limites. Et là, c'est très compliqué. Il y a 5 enfants, c'est quand même pas n'importe quoi. On va dire à quel point est-ce que à un moment, moi je le vois, il y a une fragilité parentale qui fait qu'il est compliqué à certains moments de mettre des limites. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, l'enfant va être terriblement frustré, on subit la colère, tout le monde a du mal à supporter cette colère. Donc il y a un moment où il faut pouvoir prendre des décisions qui mettent des limites, tout simplement. Et les tenir. Et les tenir, évidemment. Mais c'est très dur pour beaucoup de parents. Ils disent j'ai fini. L'expression qui est ressortie souvent avec les auditeurs que j'ai eu ce matin, c'était j'ai fini par céder. Eh oui. Eh ben oui, c'est là où se situe souvent une problématique compliquée, c'est-à-dire comment est-ce que le parent, à un moment, accepte d'être le mauvais objet, comme diraient certains, d'accepter de ne pas être apprécié, aimé, reconnu, et ça fait partie du job de parent. Le job de parent, c'est aussi de temps en temps d'affronter, de devoir dire non. Je voudrais qu'on puisse accueillir Tony, qui nous a joint justement au standard d'RMC et de BFM TV. Bonjour Tony. Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Tony, vous êtes fonctionnaire en Gironde, je crois que vous avez 32 ans, et vous vouliez aussi nous dire que vous-même, vous avez beaucoup joué, mais vous êtes aujourd'hui parent. Quand vous jouez, comment ça se passe? Racontez-nous. Quand moi je joue, Ouais. quand moi je joue, ça se passe très bien. Je joue à pas des jeux de type Fortnite, mais je joue à Gran Turismo, un jeu de simulation de voiture. Et ce que j'explique au standard en fait, c'est que moi quand je perds, c'est pas pour ça que je prends ma voiture et que je vais faire un rallye sur la rocade bordelaise ou en plein centre-ville, quoi. C'est-à-dire? C'est-à-dire que y a d'autres moyens de gérer la frustration. Au bout d'un moment, j'éteins la console, je fais autre chose, je prends un bouquin, Vous gérez votre frustration. Ouais, mais vous dites sûr. le mot frustration, je voudrais que sur ce mot-là, Michael Stora, vous puissiez réagir, parce qu'on a quand même l'impression que c'est la question de la colère et de la frustration qu'il faut gérer quand même. Oui, alors il faut bien comprendre que c'est bien avant l'apparition des jeux vidéo, dans le développement de l'enfant, que la capacité à supporter la frustration se met en place. C'est une compétence, disons entre guillemets, c'est une compétence émotionnelle, et je dirais qu'on voit que certains enfants, peut-être avec une problématique de limite, sont justement dans l'incapacité. Il faut bien saisir que très souvent, beaucoup des jeunes que moi je rencontre ont été des enfants aimés de manière inconditionnelle, et lorsqu'ils se retrouvent face à une frustration, ils ne sont plus habitués à la capacité à pouvoir vivre l'échec comme quelque chose de fécond. Parce qu'il faut bien comprendre que, justement, je parlais de la société, mais comment est-ce que les parents, comme caisse de résonance, eux-mêmes sont tellement attentifs au bien-être de leurs enfants, chose qu'on peut comprendre, qui est justement, ils ne veulent jamais les frustrer. En fait, ils ne veulent pas leur dire non. Ils ont du mal à dire non. Est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui disent, et vous êtes toujours avec nous, Tony, hein, donc vous-même qui êtes père, est-ce que ensuite vous mettez des limites à vos enfants? C'est aussi la question. Certains disent, et certains de vos confrères, hein, Michael Stora, disent il faut que le cadre soit très précis. C'est-à-dire le jeu lui-même ne donne pas ce cadre, mais on va dire, je sais pas, on va dire à notre enfant, tu as le droit de jouer jusqu'à 16h30. Et à 16h30, même si tu es au milieu d'une partie, même si le jeu n'est pas fini, 16h30 c'est 16h30. Est-ce que vous respectez ce genre de limite pour vous ou pour vos enfants, Tony? Bien sûr, je le respecte, oui. Il a un temps d'écran établi avec des jeux sur lesquels j'ai un contrôle, c'est-à-dire contrôle des PEGI. Il peut pas télécharger de jeu lui-même. Tout passe par moi, donc j'ai un contrôle, et quand je dis stop, allez, moi, quand vous parlez de cadre, vous dites voilà 16h30 c'est fini. S'il doit finir sa partie et que ça prend 5 minutes de plus, c'est pas bien grave. Par contre, il sait qu'à la fin il doit couper, il le fait. Et il le fait, Tony. Tony, c'est précisément là-dessus aussi, Michael Stora, que je voulais vous poser la question. Ce qui me frappe, c'est que Tony, lui, il connaît. Il sait de quoi il parle. Il connaît parce qu'il joue. Et il a commencé par dire qu'il jouait lui-même. Je sais qu'il y a aussi Thomas qui nous a appelé à l'instant, qui dit « Moi, j'ai 45 ans, je joue depuis que j'ai 12 ans, et donc je sais responsabiliser mes enfants. » J'ai presque envie de vous dire, le problème, c'est ceux qui ne savent pas de quoi on parle et qui donc ont plus de mal encore et qui peuvent être un peu plus promenés par les enfants. Alors, première remarque, c'est très intéressant. Et vous voyez, c'est à nouveau des pères. Hein. Oui, mais c'est vrai que c'est une question extrêmement masculine. Et on dit qu'il y a beaucoup moins de questions clivantes. Celle-ci est particulièrement clivante. C'est vrai, malheureusement. Et en effet, la plupart des jeunes que je rencontre sont dans des foyers monoparentaux, vivant seuls avec des mamans, qui vont pas forcément très bien. Compliqué quand on est une maman seule, de mettre des limites quand on ne va pas très bien. Ce que vous voulez dire, c'est que sur ce point-là, c'est le père qui a qui a une forme d'autorité respectée par l'enfant sur ces questions-là. C'est un peu caricatural, mais symboliquement, moi, vous avez raison. Pas d'être une caricature ou pas, les faits. Quels sont les faits? Oui, mais c'est-à-dire symboliquement, la question du père qui met l'autorité et les limites, c'est quelque chose qui est un vieux modèle, mais qui est toujours là. Mais est-ce que ça veut dire que le fait d'avoir, quand vous dites c'est un vieux modèle, je comprends parfaitement, mais est-ce qu'au fond, le fait de ne plus du tout avoir le père dans beaucoup de ces foyers dont vous parlez est une forme tristement d'explication du contexte? Pas que, mais c'est vrai que ça fait partie d'un des éléments du contexte. Et ce qui est vrai, c'est que l'autre chose que je trouve intéressante, c'est que le parent s'intéresse aux jeux vidéo auxquels joue son enfant, voire même partage. Moi, je pense que dans ce clivage qui est en train de se passer, cette forme de polarisation sur c'est bien, c'est pas bien, ça serait intéressant qu'on puisse faire des écrans un allié.
dans la dynamique familiale. Moi, c'est ce que j'ai fait avec mes propres enfants. Ça marche plutôt bien. Mes enfants jouent pas d'ailleurs aux jeux vidéo parce qu'ils sont pas très bons, mais c'est un autre problème. Mais la réalité, c'est que finalement, je pense qu'à force de diaboliser un objet, on en fait un objet de convoitise et de transgression. Donc, c'est intéressant de pouvoir aussi en faire un espace de compromis et de partage. Merci, Mickaël Stora, d'avoir répondu aux très nombreuses questions que l'on se pose donc ce matin. Il est 8h52.